I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Bienvenue à tous. C'est un dossier très attendu par les entreprises, le remboursement des crédits TVA, 10 milliards de dirhams dus aux entreprises privées par l'État. Eh bien, c'est aujourd'hui que le mécanisme de financement va être présenté en principe par Mohamed Boussaïd, le ministre de l'économie et des finances. Mécanisme dont on en sait un peu plus aujourd'hui, dans les colonnes de l'Économiste, déjà en exclusivité. Alors qu'attendre? Ce nouveau mécanisme qui ne concernera que le privé est-il suffisant alors que les délais de paiement poursuivent leur croissance? Et plus globalement, comment s'annonce ce début d'année 2018 pour les entreprises avec la flexibilité du dirham et la fin de la crainte sécheresse? Votre décodeur ce matin, Amine Diori, bonjour. Bonjour Landry. Un responsable PME chez Inforisque, Youssef Garaoui Filali, président du Centre marocain de la gouvernance et du management, n'est pas là donc ce matin finalement avec nous. Nous parlerons en deuxième partie du forum de Davos qui s'est ouvert ce lundi soir. Comment créer un avenir commun dans un monde fracturé? C'est la thématique 2018, un thème qui rappelle que 10 ans après la crise de 2008, si la reprise mondiale est là, que l'optimisme modéré est bien là, en tout cas en Europe et aux États-Unis, le monde reste confronté à de risques sérieux, incertitudes géopolitiques, endettement problématique, remise en cause du multilatéralisme et du défi climatique, à quoi s'ajoute la question persistante des inégalités. Oxfam vient de sortir un rapport sur cette question, et puis la montée des populistes et la tentation du repli. Constat et pistes de solutions à cette question: comment créer un avenir commun dans un monde fracturé? À partir de 9h45, le décodeur atlantique, votre émission de décryptage de l'actualité, vos réactions, vos questions sur la page Facebook ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. C'est donc aujourd'hui que Mohamed Boussaïd, le ministre de l'économie et des finances, doit annoncer le mécanisme de remboursement des crédits TVA pour les entreprises privées, 10 milliards de dirhams. Ça fait pas mal de pactole tout de même, et on apprend ce matin dans les colonnes de l'Économiste, Amine Diori, que ce mécanisme, eh bien, ça sera les banques qui seront chargées de débloquer les financements aux entreprises, et puis elles seront progressivement remboursées par l'État sur 5 ans. C'est une solution pragmatique, une solution de rapidité, d'efficacité que choisit là le ministère de l'économie et des finances? Oui, effectivement. Il faut prendre en considération les ressources à disposition de l'État aujourd'hui. C'est vrai que 10 milliards à débloquer, c'est une somme qui est conséquente. Le ministre avait annoncé en début de semaine qu'il allait annoncer quelque chose. C'est fait maintenant. Ce que j'ai envie de dire, c'est que il a pris quand même au mot la présidente du patronat il y a quelques semaines, quand elle donnait une interview dans l'Économiste où elle disait qu'elle était prête à renoncer à toutes les propositions du patronat concernant les entreprises, à condition que l'État règle ses arriérés en matière de paiement vis-à-vis des entreprises privées. Et visiblement, il a pris la balle au bon, Monsieur Boussaïd. Et donc, cette proposition vient au bon moment, parce qu'aujourd'hui, effectivement, je ne cesse de le répéter, mais l'entreprise privée, la société privée, connaît de grandes difficultés en matière de délai de paiement, connaît des difficultés en matière justement de recouvrement des crédits de TVA, et justement, ce remboursement permettra justement d'apporter de l'oxygène aux entreprises privées. Bon, oxygène, justement, c'est la question que j'allais vous poser. Vraiment, ça va avoir un effet bouffée d'oxygène dans les prochains mois, dans les prochaines années pour l'entreprise privée en général? Alors, ça apportera de l'oxygène. Est-ce que ça va permettre d'améliorer de manière concrète la situation des entreprises? Dans une certaine mesure, oui, mais il reste un problème majeur qui reste toujours la question des délais de paiement. Je rappelle quand même que là-dessus, la dernière étude que j'ai publiée là-dessus montre que, par exemple, pour les TPE, aujourd'hui, les délais de paiement atteignent presque les 10 mois en matière de relations interentreprises entre sociétés privées. Dans le cadre des marchés publics, ça peut presque atteindre 12 mois. Donc aujourd'hui, c'est aussi une autre question qui se pose. C'est bien de régler en partie la question des crédits de TVA. Il reste encore la question majeure des délais de paiement. Oui, bon, alors c'est vrai que vous allez sortir dans l'Économiste, on l'annonce logiquement en principe vendredi, les chiffres 2018 sur les délais de paiement. Pas de surprise, croissance toujours à Diori, est-ce qu'on peut avoir un chiffre? Alors quand même, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Ce que je vais dire simplement, 10-15%. On n'est pas loin de la vérité si je dis 15%. On sera un peu moins.
On sera un peu moins. On sera un peu moins, mais ce qui est important, c'est pas tant le chiffre en lui-même, parce que il faut savoir une chose, c'est que l'année a été scindée en deux en matière de défaillance d'entreprise. Il y a eu le premier trimestre et il y a eu le reste de l'année. Le reste de l'année, le premier trimestre a été marqué par l'absence de gouvernement, etc. Ouais. Le reste de l'année, par contre, montre plutôt une bonne surprise. Et c'est ça le point positif qu'on verra dans les prochains jours. Alors, justement, comment s'annonce 2018, ce début d'année pour les entreprises privées? C'est la question qu'on se pose ce matin. C'est vrai qu'il y a quand même cette annonce importante. Il y a la flexibilité du dirham, ça fait maintenant 10 jours qu'elle est en vigueur. On a de la pluie d'ailleurs qui va revenir dans la soirée, mais on a eu une bonne dizaine de jours de pluie avec une grande crainte qui était la sécheresse. Finalement, elle est oubliée, cette crainte. Et on a eu des chiffres de l'Office d'échange qui nous montraient notamment que le secteur de l'agro-industrie était le deuxième secteur exportateur en 2017. Derrière l'automobile, devant les phosphates, c'est une première que les phosphates soient relégués en troisième position en matière d'exportation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises commencent à avoir un petit peu un gain d'activité supplémentaire? Alors, en matière d'économie, je dirais qu'il y a deux réalités. Il y a la réalité des grands secteurs mondiaux, qui est effectivement donc l'automobile, l'aéronautique, l'agro-industrie, qui vont plutôt bien, voire même très bien en matière notamment d'exportation. Et puis il y a une autre réalité, celle des petites et moyennes entreprises qui peuvent être impactés par certaines mesures, notamment. Alors, vous avez parlé de qu'est-ce qui se passe début 2018. Il y a quand même des choses importantes qui vont se passer. Depuis le 1er janvier, en matière de délai de paiement, la loi qui concerne les entreprises publiques, donc qui devrait améliorer un pan de l'économie, enfin en matière de commandes publiques, améliorer les paiements dus aux entreprises qui travaillent avec l'État. Ça, c'est une première chose. Vous avez parlé également de flexibilité du dirham. Alors, il faut nuancer les choses. Je lisais une étude de JP Morgan sur ce point. En matière d'économie globale, ça n'aura globalement pas d'impact, en tout cas à court et moyen terme. Ils pensent simplement qu'il y aura une dévaluation du dirham de 7% à horizon 1 an. Par contre, la nouveauté, c'est quand même pour les entreprises qui exportent. Et c'est là, maintenant qu'on a mis en place un mécanisme où il va y avoir une fluctuation du dirham, il peut y avoir une fluctuation du dirham, et bien évidemment, ces entreprises sont obligées de se couvrir davantage contre le risque de change. Ouais. Qui dit couverture dit que effectivement, ça va avoir un coût supplémentaire pour l'entreprise. Et donc, voilà, c'est disons, l'impact qu'il peut y avoir pour le moment. Donc ça va être une chose à surveiller dans les prochaines semaines. D'ailleurs, on va voir ces couvertures dans les prochains jours. Là, on exactement. Va voir plus les couvertures sont déjà disponibles. Maintenant, on va voir comment les entreprises réagissent par rapport à, surtout celles qui exportent, comment elles réagissent par rapport à ces outils de couverture. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça apporte la fluctuation du dirham pour les entreprises? Bon, certes, ça va les aider à une meilleure compétitivité à l'export, dans le sens où une dévaluation du dirham rend le produit Maroc plus attractif à l'exportation, certes, mais ça ne règle pas un problème majeur qui est celui de la compétitivité de notre industrie. Je rappelle quand même qu'il y a encore quelques jours, on parlait des accords de libre-échange avec la Turquie, du textile, de bloquer justement une partie l'importation de produits textiles turcs, justement parce que augmenté, on le rappelle, les taxes douanières à hauteur de 90% pour les produits textiles turcs au Maroc. Exactement, parce qu'aujourd'hui, une partie de notre industrie n'est pas aujourd'hui compétitive par rapport aux produits turcs. Donc, on en revient toujours, pardon, Amine Diouri, mais alors il y avait ce rapport du Conseil économique, social et environnemental, quelque part la contribution du CESE sur nos modèles de développement, qui disait qu'il faut entamer absolument la 4e révolution industrielle, mais qu'il faut surtout entamer l'innovation et la recherche et développement dans les secteurs industriels. Là, c'est un message notamment qui peut s'adresser en particulier à cette industrie du textile, qui prend des mesures, qui a demandé ces mesures de protection et des mesures anti-dumping à l'État, et pas forcément investi massivement dans l'innovation. Exactement, mais bien sûr. Et si on veut être un jour compétitif, déjà, c'est ne plus rester sur des produits basiques, standards, mais passer à des produits à plus forte valeur ajoutée. Ça veut dire qu'on rajoute plus d'innovation. Ça veut dire qu'effectivement, la recherche et développement est importante. Or, aujourd'hui, on sait qu'en matière d'investissement, c'est surtout l'État qui investit. 33% du PIB investi par l'État, mais les entreprises privées, elles, n'investissent quasiment pas. Et c'est ça, aujourd'hui, la véritable problématique. Donc,
on reste soumis aux grands donneurs d'ordre internationaux sur des produits de base, hormis évidemment les grands secteurs mondiaux, effectivement, qui là bénéficient de plus fortes valeurs ajoutées. Oui. Mais pour le reste, on reste toujours très bas de terre en termes de valeur ajoutée apportée. Et on a eu une annonce du ministre de l'Industrie, Moulay Hafid El Alami, la semaine dernière. C'est la charte de l'investissement qui sera bouclée d'ici la fin de cette année. Donc c'est une bonne nouvelle pour les entreprises privées et publiques dans les prochains mois. Effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Avec l'ADIE qui entre en fonction et d'autres mécanismes, c'est important. Effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Ça fait un moment qu'on parle de cette charte de l'investissement avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire le statut de l'exportateur indirect qui est compris dans la loi de finances, donc qui rentre en vigueur. Mais il y a d'autres choses importantes. Création de zones franches, une zone franche par région, un certain nombre d'autres points qui ont été déjà développés, qui sont à mon avis intéressants pour aider les investissements au Maroc. Est-ce que vous diriez que c'est un des meilleurs débuts d'année pour les entreprises privées du pays depuis ces 5 dernières années ? Alors là, c'est trop tôt pour le dire. Je serais incapable de dire aujourd'hui d'évaluer le démarrage de 2018. Oui, bien sûr, on est encore à 2 semaines, mais vu les annonces en tout cas qui sont assez nombreuses, cumulées sur ces 3 dernières semaines, sur ce mois-là, il y a quand même un petit regain d'optimisme que l'on peut percevoir. Oui, effectivement, on sent surtout une volonté, un volontarisme d'aller vers l'entreprise, d'apporter des solutions. Je lisais par exemple hier la possibilité bientôt de créer en ligne son entreprise en même pas 24 heures avec une plateforme qui va gérer de A à Z toute la création d'entreprise. Évidemment, c'est aussi une innovation, c'est important. Toutes les mesures qui sont annoncées sont intéressantes. On attend quand même, je reviens toujours sur le même sujet, mais les délais de paiement, ça fait des années qu'on en parle, il y a déjà eu une loi, mais maintenant il manque un arrêté d'application. Tant que ces arrêtés ne sont pas votés, ne sont pas publiés, la loi elle ne sert à rien. Ouais, on va reparler justement des délais de paiement avec vous, Amine Diouri. Et puis peut-être qu'on aura une bonne nouvelle pour le classement Doing Business qui sortira en octobre prochain, parce que c'est vrai qu'avec ces multiples annonces AMDE, charte de l'investissement et compagnie, on risque de s'améliorer. On rappelle que le Maroc est 69e dans ce classement. Exact. Doing Business, le dernier. La suite des décodeurs atlantiques ce matin avec Amine Diouri, responsable PME chez Inforisque. Rebonjour. Rebonjour Landry. On parle avec vous de ce dossier très attendu par les entreprises privées, les remboursements des crédits de TVA, 10 milliards de dirhams, on le rappelle, dus aux entreprises privées par l'État. Question d'Ajar, non pas Ajar Chafaï, qui était tout à l'heure avec nous il y a un instant pour le journal de 9h30. Question de Ajar sur la page Facebook. Oui. Est-ce que vous trouvez normal que ce soit les banques qui vont tout simplement rembourser ces entreprises privées? On rappelle que après, bien sûr, l'État remboursera les banques, mais que les banques elles-mêmes remboursent les entreprises privées. Alors, normal, disons que c'est un mécanisme parmi d'autres. C'est vrai que c'est assez curieux. Il faut dire aussi que l'annonce a été faite il y a très récemment, donc je pense que quand on fait une annonce, il faut action rapidement, il faut une action rapidement. Je pense qu'effectivement l'État n'a pas encore le budget nécessaire pour cette dépense supplémentaire qui à mon avis n'a pas été prévue. C'est ça, Mohamed Boussaïd a regardé, a fait les comptes, grosso modo, il s'est dit non, c'est pas possible. Il a fait les comptes et puis il s'est rendu compte que les 10 milliards manquaient, donc effectivement il fallait agir vite et donc voilà, il a trouvé ce mécanisme, pourquoi pas. Bon, on rappelle 30 milliards au total de crédits TVA dus à l'État aux entreprises en général, 20 milliards aux entreprises du secteur public. C'est dommage qu'on ne fasse pas tout d'un coup, qu'on coupe la poire en deux peut-être pour entreprises publiques et entreprises privées. Ça, on n'aurait pas eu peut-être un effet plus bénéfique ? Alors, je dirais que par rapport à cette question de remboursement des crédits de TVA, aujourd'hui, on est en train de liquider un stock. On a commencé en 2014 avec les crédits de TVA inférieurs à 20 millions, puis après on est passé aux crédits de TVA entre 20 millions et 500 millions de dirhams. Aujourd'hui, on est en train d'apurer la situation, mais le problème, c'est que tous les jours,
Ce stock est en train de se reconstituer pour une raison très simple, c'est qu'on a différents taux de TVA, 0, 7, 14, 20%. J'ai dû en oublier un certainement en route. On a beaucoup de taux de TVA, ce qui fait que dans certains secteurs, évidemment, il y a des crédits qui vont se créer. Mohamed Boussaïd citait par exemple l'exemple de la distribution d'eau. Quand une société de distribution d'eau vend, elle le fait avec un taux de 7%. Par contre, quand elle achète à 20%, elle achète à 20%. Évidemment, de manière structurelle, cela crée un crédit de TVA. Et donc, on peut continuer d'apurer, mais la question de la reconstitution de stock va se poser. Et on aura la même question dans 5 ans, dans 10 ans, si on ne revoit pas de manière globale la question de la fiscalité de la TVA. Et notamment, essayer de réduire le nombre de taux de TVA aujourd'hui disponibles. Certains experts disent qu'il faudrait, dans le meilleur des cas, 3 taux, peut-être 2, mais certainement pas 4 ou 5. La fiscalité, on est 5 ans après les assises de la fiscalité. Bon, ça en dit long. Les délais de paiement, Amine Duri, c'est vrai qu'ils s'accroissent, on aura les chiffres 2018 dans les prochaines heures. C'est vrai que tout à l'heure vous disiez que la loi sur les délais de paiement, maintenant, à partir du 1er janvier, s'élargit aux entreprises publiques. Oui. Est-ce que, pour l'instant, la loi qui est entrée en fonction il y a 2 ans, c'est ça? Vous me corrigez si je me trompe? 2 ans, 2 ans et demi? Exactement. Pour les entreprises du secteur privé, est-ce qu'elle a eu des effets? Non, force est de constater, puisqu'il y a toujours un accroissement. Est-ce qu'il est temps de passer à autre chose, de trouver d'autres solutions? Alors, il faut juste un petit point pour préciser ce que vous venez de dire. La loi a été votée effectivement en 2016. Elle est entrée en vigueur 1 an après, c'est-à-dire septembre 2017. Donc, ça fait quelques mois que la loi est maintenant entrée réellement en vigueur. Maintenant, il manque des éléments. Donc, on parle de la loi 49-15. Il manque des éléments aujourd'hui pour que cette loi soit effective, c'est-à-dire par rapport aux entreprises du privé, il manque aujourd'hui la question des pénalités. Dans le cadre des entreprises publiques, les intérêts moratoires qui sont l'équivalent des pénalités de retard, donc sont fixés. On sait déjà combien ça va coûter à l'entreprise, aux entreprises publiques, ces intérêts moratoires ou ces pénalités. Maintenant, effectivement, il faut que les choses deviennent concrètes, c'est-à-dire que qu'on voit de manière effective ces délais de paiement diminuent de manière forte. Je lisais une interview de Monsieur Boussaïd qui parlait des délais de paiement, justement. Il disait que pour lui, le problème ne venait pas des entreprises publiques ou de l'État, mais venait surtout de la relation inter-entreprise privée. Là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que j'entends souvent parler d'entreprises qui travaillent avec l'État et qui parlent de délais de paiement de plus de 12 mois, des problèmes administratifs pour que le marché soit validé, pour que tout ce qui a été fait soit validé et qu'on puisse passer à la phase de paiement. Aujourd'hui, il y a des problématiques qui existent, elles ne sont pas réglé, donc tout mettre sur le dos de la société privée, c'est un peu simple. On a un observatoire de délai de paiement qui va voir le jour, là, qui va maintenant entrer en fonction. Effectivement, mais qu'est-ce qui va observer cet observatoire s'il n'y a pas de loi? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution, par exemple, afficher les noms tout simplement des mauvais payeurs, rendre public les noms des mauvais payeurs? C'est une très bonne chose. C'est bien que vous en parliez, parce que par exemple, je lisais aussi en France, Bercy a publié sur son site il y a encore quelques jours une série de grandes entreprises françaises, notamment Speed, Technip, Sephora, une filiale de Canal+, qui ont toutes été condamnées à payer des amendes supérieures à 3 millions d'euros, justement parce qu'elles ne payaient pas en temps et en heure leurs fournisseurs. Donc oui, effectivement, il faudrait en arriver là à un moment donné. Maintenant, pour pouvoir le faire, l'État doit être aussi irréprochable. Ce qui est le cas aujourd'hui en France. Je rappelle qu'en France, il y a eu une loi qui a été votée en 2008. L'État a été assez en retard en matière de délai de paiement. Il a fait un très gros effort. Aujourd'hui, il paye mieux que les sociétés privées, ce qui lui permet aujourd'hui de sanctionner les entreprises qui ne payent pas. Aujourd'hui, l'État marocain serait plutôt mal placé de sanctionner les entreprises qui ne payent pas, parce que sachant que déjà que certaines entreprises publiques sont des mauvais payeurs aujourd'hui. Amine Duri, responsable PME chez Inforisque. Dans un instant, on va aller dans une petite station de ski où il a neigé beaucoup, 119 cm de neige depuis la semaine dernière, depuis mercredi dernier. C'est à Davos, bien évidemment. Le Forum économique mondial qui s'est ouvert lundi soir se poursuit. Thématique principalement aujourd'hui européenne, mais on va s'intéresser à comment créer un avenir commun dans un monde fracturé. C'est la thématique globale de ce forum. Il est question aujourd'hui de régionalisme, de la montée des indépendances
indépendantistes, notamment sur le vieux continent. Oxfam a publié un rapport sur les inégalités. Il reste beaucoup de questions également, incertitude géopolitique, endettement, problématique de plusieurs États ou encore remise en cause du multilatéralisme et le défi climatique. Beaucoup de dossiers sur la table dont on va parler dans quelques minutes. Tout de suite, la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Coup de gueule ou coup de cœur, Amine Duri? Alors un coup de cœur. Je parlais de la France, j'ai vu un autre exemple très intéressant. Le MEDEF, qui est le patronat français, l'équivalent de la CGEM au Maroc, a ouvert en octobre dernier une plateforme de mise en relation de sociétés de financement, notamment des crowdfunding, des sociétés de crowdfunding et des sociétés de capital investissement, avec des sociétés adhérentes du MEDEF et qui cherchent des sources de financement. Ils ont appelé ça le mythique du financement des PME. L'idée, c'était justement de rapprocher des sociétés qui avaient des besoins de financement avec des sociétés. Et je trouve l'idée très intéressante parce que déjà, il y a eu des premiers effets concrets. On parle d'une société métallurgique française qui a réussi à lever plus de 500 000 euros en prêt obligataire. Donc, elle a réussi à trouver des sources de financement grâce à cette plateforme. Et je trouve que l'idée est vraiment très bonne et qu'il faudrait peut-être voir au Maroc si on peut essayer de faire la même chose. Mais déjà, il faudrait régler au Maroc la question de la législation en matière de crowdfunding. À 9h45 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet dans les décodeurs Atlantique. Direction le forum de Davos, c'est donc sous une épaisse couche de neige que ce forum économique mondial se tient. Thème de l'édition 2018, construire un avenir commun dans un monde fracturé. Un thème qui rappelle que 10 ans après la crise de 2008, c'est la reprise mondiale. Et là, le monde reste confronté à des risques sérieux. Beaucoup de risques, et d'ailleurs, le Global Report Risk qui sort chaque année, ce fameux rapport sur les menaces qui pèsent sur le monde, classe en numéro 2 des risques qui pèsent en 2018, le risque de cyberattaque devant les risques climatiques. C'est assez incroyable. C'est une source d'inquiétude pour les entreprises de plus en plus aujourd'hui, Amine Duri. Oui, bien sûr. Il ne se passe pas un mois sans qu'on entende parler justement de cyberattaque. C'est quelque chose d'absolument critique pour les entreprises. La sécurité des données, et notamment la sécurité des données de leurs clients. Je rappelle qu'il y a quand même des informations très sensibles qui sont stockées au sein des entreprises, des données, par exemple des adresses, des numéros de téléphone, des comptes bancaires. Évidemment, les cyberattaques peuvent mettre à mal tout ce système-là et récupérer toutes les informations nous concernant. Donc, je comprends que c'est un point absolument majeur pour les entreprises. Bon, il faut accélérer la cadence ici au Maroc sur ce dossier-là. Il faut aussi se poser effectivement la question de la protection des données d'un point de vue technologique. C'est un point absolument crucial. Comment créer un avenir commun dans un monde fracturé? Il y a eu ce rapport Oxfam sur les inégalités dans le monde. 8 personnes dans le monde possèdent plus de 50% de la richesse mondiale. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore tenable dans un monde qui devient justement de plus en plus fracturé? Est-ce que c'est encore possible de devoir s'enrichir autant à peine une poignée de personnes? Ouais. C'est une vraie question. Est-ce que ça remet en cause le système capitaliste? C'est une vraie question qui, pour moi, ça pose une question de remise en cause du système capitaliste. Et c'est pas pour rien que Macron, par exemple, en ce début d'année, a mis en place un comité qui est chargé de réfléchir sur une réforme de l'entreprise, justement sur ce qu'est l'entreprise, ce qu'elle doit être, tenir compte des salariés, tenir compte des tiers qui travaillent avec l'entreprise, justement dans une vision plus éthique de l'entreprise. Ne pas dire simplement ce sont des actionnaires. Ce qui compte, c'est uniquement les actionnaires, c'est le partage de bénéfices et point barre. Ouais. L'entreprise, c'est quelque chose de beaucoup plus large que ça. Et justement, Macron prend conscience de cette réalité. Pourquoi? Pour une raison très simple. Il a compris avec la montée de Le Pen que cette question des inégalités, elle est criante aujourd'hui. Le nationalisme monte un peu partout dans le monde. La victoire de Trump aux États-Unis, elle est liée à quelque chose. Elle est liée justement à cette question des fortes inégalités qui existent un peu partout dans le monde. Et donc, où est-ce qu'elle se crée en premier lieu? Elle se crée au sein de l'entreprise. Et c'est là qu'il faut commencer à réfléchir et se dire quel mécanisme mettre en place justement pour essayer de réduire cette fracture qui existe aujourd'hui entre les propriétaires du capital, les actionnaires, qui aujourd'hui possèdent quasiment tout, et puis les autres, les salariés, qui n'ont quasiment rien. Oui, mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron, depuis 1 mois, 5 semaines, pratiquement, est en train de
essayer de refonder une sorte de capitalisme, en tout cas de rendre le capitalisme plus simple et plus propre, entre guillemets, j'ai envie de dire, auprès des concitoyens français. On a vu cette initiative où il parle beaucoup de financement climatique. La finance au chevet du climat, c'était une des phrases lors d'une interview qu'il a faite au mois de décembre. On voit cette initiative où il ramène des grands patrons d'entreprises mondiales en France qui vont investir plusieurs milliards d'euros. Et d'ailleurs, il est allé dans une usine dans le nord du pays rencontrer des salariés, rencontrer des élus, leur dire voilà, on va créer plus de 700 emplois. C'est grâce au capitalisme et puis au fonds publics. Elle est là peut-être la solution au niveau de cette fracture dans le monde, cette montée des inégalités, peut-être créer une nouvelle approche, montrer plus globalement ce que permet le capitalisme? Alors oui, déjà par rapport à Macron, c'est encore plus concret de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a ce qu'il appelle un plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, qu'il appelle Pacte, qui doit être voté d'ici mars prochain et qui, comme je le disais tout à l'heure, a pour vocation de transformer de manière radicale l'objet même de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose de très concret. Maintenant, pour réduire les inégalités qui se créent aujourd'hui, les économistes pensent à un certain nombre de mesures qui permettraient justement de les réduire. La fiscalité en fait en grande partie, fait partie de la solution en très grande partie, notamment insister davantage sur des impôts tels que l'ISF, l'impôt sur la fortune, qui taxe davantage les plus riches, obliger justement les personnes les plus riches à redistribuer de manière plus importante qu'elles le font aujourd'hui vers la société, justement pour leur permettre accroître le budget de l'État, que les plus pauvres en bénéficient, et laisser tomber des impôts, par exemple comme la TVA, qui touche tout le monde, mais qui finalement ne règle pas le problème des inégalités. Autre point qui peut être abordé, c'est aussi réduire l'écart salarial au sein de l'entreprise entre celui qui touche le plus bas salaire dans l'entreprise et celui qui touche le plus haut salaire. Certains proposent que cet écart soit réduit à 20 aujourd'hui, alors qu'il peut être beaucoup plus important entre un PDG et un salarié de base. Il peut y avoir des écarts qui sont extrêmement élevés. On a la réflexion ici au Maroc par l'USFP, proposition de loi justement de plafonner les salaires des patrons d'entreprises publiques. Bon, c'est dans le pipe actuellement, c'est en discussion, on verra si c'est adopté, mais ça va avec cette proposition de loi également de l'USFP de limiter le cumul des rémunérations des élus politiques. Donc à suivre. Oui. Ce sommet dont on parlait justement, c'est Choose Friends, c'est le sommet d'Emmanuel Macron. Il y a 48 heures, 140 patrons de grands groupes. Tout à l'heure, je parlais de cette usine qui va créer 700 emplois. C'est donc l'usine Toyota. Dans le nord de la France. Oui. Il y a Google, Facebook ou encore des constructeurs automobiles qui ont promis ces importants sommets. Est-ce que cette méthode de un sommet pays, j'ai envie de dire, pour une thématique bien particulière. Il y a eu cette thématique climat avec ce sommet de Paris au début du mois de décembre. Maintenant, ce sommet en marge du rendez-vous de Davos, qui sera décliné d'ailleurs sur les 4 prochaines années du mandat d'Emmanuel Macron, ça peut être un modèle qui peut s'exporter à l'étranger, en tout cas qu'Emmanuel Macron va déployer dans les prochaines années, mais un modèle qui peut être choisi par d'autres États pour tenter d'assurer une communication avec l'opinion publique. C'est vrai que ce mini-sommet de Versailles est intéressant, mais la France, c'est un cas particulier. Il bénéficie aujourd'hui d'un contexte particulier qui est celui du Brexit. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui sont situées au Royaume-Uni sont en train de quitter. Et elles essayent de voir où est-ce qu'elles peuvent s'implanter. Et évidemment, c'est avant tout une opération de communication du président Macron pour essayer de montrer que la France est un endroit magnifique où investir, que l'État est interventionniste, enfin que l'État est volontariste et veut absolument accompagner ces entreprises qui veulent s'implanter en France et leur donner un certain nombre d'avantages. Donc c'est une très bonne chose, c'est tenir compte d'une situation pour attirer les entreprises qui veulent s'implanter en France. Maintenant, je pense que la France n'est pas un cas à part. Je veux dire, le Maroc aussi aujourd'hui vise à attirer un certain nombre de grands investisseurs internationaux, de grandes entreprises internationales, et elle y arrive très très bien justement par tous les atours, tous les points positifs qu'elle met en avant en termes d'infrastructures, en termes d'écosystèmes présents, en termes d'avantages fiscaux qui sont attribués aux entreprises qui s'implantent sur notre territoire, sans compter ce qui va être annoncé dans le cadre de la charte de l'investissement. Donc le Maroc aussi a énormément d'avantages pour ces entreprises internationales. Un monde fracturé entre deux présidents pratiquement,
c'est vrai qu'il y a d'un côté Donald Trump qui vient de faire une réforme importante, hein, une réforme fiscale qui va avoir des conséquences notamment pour peut-être les investissements aux États-Unis, mais principalement en Europe. Ça risque d'avoir des dégâts assez importants. Et puis de l'autre, Emmanuel Macron qui, grâce à sa présidence, d'ailleurs, il a été nommé personnalité de l'année par le magazine Les Économistes il y a quelques jours. Emmanuel Macron qui, jeune, 39 ans, maintenant 40 ans, a été un des hommes qui a redoré le blason français. Il y a deux approches différentes, et d'ailleurs Donald Trump est attendu comme un cheveu sur la soupe, pratiquement, c'est ce que disent les médias sur place au forum de Davos. On peut avoir une sorte de confrontation entre les États-Unis, le nouveau continent et le vieux continent. Oui, deux approches différentes, mais une même volonté, c'est-à-dire d'attirer les investisseurs soit aux États-Unis, soit en France. C'est seulement l'approche qui est différente. On parle de Trump comme un nationaliste qui peut-être voudrait réduire les inégalités. C'est tout le contraire qu'il est en train de faire. Les lois qu'il est en train de faire de réduction d'impôts, c'est les plus riches que ça touche. L'exonération pour les entreprises comme Google ou Apple, etc., qui ont des centaines de milliards qui sont à l'extérieur et qui veulent rapatrier. Pour moi, on leur fait un cadeau alors qu'ils auraient dû payer des impôts aux États-Unis. On leur fait un cadeau. C'est pas normal que les entreprises ne payent pas ce qu'elles devraient pour justement permettre aux plus pauvres des Américains de pouvoir vivre. À côté, 4,1% de chômage aux États-Unis. Exactement. Bon, 4,1, ça c'est un chiffre. Après, il faut voir aussi le niveau de pauvreté. Et d'ailleurs, à ce propos, Oxfam parle justement de la montée des inégalités. Mais à côté de ça, il parle aussi d'une réduction de l'extrême pauvreté. Mais il faut voir aussi dans quelles conditions. C'est-à-dire que par extrême pauvreté, on parle de personnes qui disposent de moins de 20 dirhams par jour, c'est-à-dire 600 dirhams mois. Ok, très bien. Ok, il y a moins de très très pauvres dans le monde depuis 20 ans, 25 ans. Il y a eu une réduction aussi de l'extrême pauvreté au Maroc, hein, ces 15-20 dernières années. Mais en parallèle, les riches qui se sont toujours enrichis. Exactement, c'est ça la vraie question. Déjà, quand on parle de 600 dirhams par mois, mais que fait-on aujourd'hui avec 600 dirhams par mois? Quand on parle d'extrême pauvreté, c'est ça. Que fait-on avec cet argent? Donc, la question des inégalités, pour moi, c'est une question majeure. Elle passe même devant la question du réchauffement climatique et de tout le reste. Ouais. Si on ne règle pas ce problème-là, très honnêtement... montée de tension, nationalisme, des partis comme Le Pen en France ou d'autres partis en Europe qui peuvent monter grâce à cela. Et puis je rappellerai une dernière chose, une étude très intéressante que j'avais lue d'un historien qui disait que à travers l'histoire, comment on a réduit les inégalités, malheureusement c'est pas l'homme qui a permis ça, c'est par des grandes catastrophes naturelles comme les guerres, comme la peste, que les réductions, que les inégalités se sont réduites. Et malheureusement, c'est ça la réalité aujourd'hui, c'est que notre système ne fait rien pour contribuer à diminuer ces inégalités. Amine Diori, responsable PME chez Inforisque, merci beaucoup. Merci à vous. On vous retrouve très bientôt sur Atlantique Radio pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques. Vous restez avec nous dans quelques instants. Votre émission citoyenne Les Experts Atlantiques avec Fessat Adlaoui, c'est à 10h10. À 10h, le point info en langue arabe avec Mourad Baba.